Bienvenue sur Horrats, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Le féminisme, comme je le rappelle souvent, veut simplement dire davantage de droits et d'égalité avec les hommes, davantage d'émancipation et de liberté, mais aussi davantage de responsabilité. Mais pour parvenir à une égalité et une parité effective, il faut militer, plaidoyer, sensibiliser, travailler et convaincre. Des combats qui sont menés depuis plusieurs décennies par la société civile marocaine. Mais il faut aussi une volonté, et surtout une volonté politique. Le nouveau modèle de développement, qui est désormais la feuille de route du gouvernement Arnouch, insiste sur un État social et l'intégration des femmes, leur promotion, leurs droits et l'égalité avec les hommes sur tous les plans, y compris sur celui du Code de la famille qui doit évoluer. Dans son dernier discours royal, du 30 juillet dernier, le souverain a tranché. Le Code de la famille doit être révisé, car, je cite, « pas de développement sans la moitié de la population du pays, privée encore de droits, d'égalité et de justice. » Le Code de la famille, qui a permis il y a 20 ans des avancées notables, doit être revu à la lumière de la nouvelle Constitution et celle des conventions internationales que notre pays a ratifiées. Ce code, on le sait, a été très mal appliqué et concerne aussi bien les hommes que les femmes, sans oublier les enfants, qui doivent être protégés. Comment assurer l'égalité, la parité, l'autonomie financière et psychologique des femmes? Comment lutter contre les violences qu'elles subissent? Quels sont les articles du Code de la famille qui doivent être révisés? Quelles sont les améliorations qu'il faudra faire et qui sont nécessaires pour permettre aux Marocaines du XXIe siècle de jouer pleinement leur rôle dans le processus du développement du pays? Qui doit conduire ce changement? Je reçois pour parler, dans cet épisode inédit, une invitée spéciale, Awatif Hayar, l'actuelle ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille. Madame la ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Horrats. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Donc avant d'aborder toutes ces questions que j'ai citées dans mon introduction, je voudrais qu'on revienne un peu sur votre parcours qui est exceptionnel. Vous êtes une enseignante, ingénieure, chercheur, une matheuse, comme vous me l'avez dit dans les coulisses. Vous avez vécu une grande partie de votre carrière à l'étranger. Vous êtes également la deuxième femme à avoir occupé le poste de présidente d'université de Mohammedia en 2019. Quelles ont été vos motivations pour ce parcours? Pourquoi cette passion pour ce domaine qui est très technique, le génie électrique, les réseaux intelligents, les bâtiments intelligents, les smart cities? Qu'est-ce qui vous a conduit à ce domaine-là? Écoutez, depuis mon très jeune âge, j'ai toujours été passionnée par les sciences, par les mathématiques, la physique, par l'histoire aussi quand même. Et donc, en général, le parcours naturel des enfants et des élèves qui aiment ces matières, c'est d'atterrir sur les sciences de l'ingénieur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, de proche en proche. J'ai travaillé sur la première sur les télécoms. D'abord le génie électrique au début, puisque j'avais fait l'école normale supérieure en génie électrique. Donc tout ce qui est système électrique, etc. Ensuite, j'étais beaucoup plus intéressée par les télécoms. Et donc j'avais fait un autre diplôme d'ingénieur en télécom et j'ai continué dans les télécommunications. Quand on travaille dans les télécommunications, ce qu'on appelle les Information and Communication Technologies, naturellement, on arrive sur les villes intelligentes et les systèmes intelligents. Et donc, j'ai travaillé aussi dans ce domaine, mais j'ai essayé quand même d'introduire la dimension sociale. On reviendra peut-être sur ça. Voilà. Donc, je pense que c'est un parcours naturel d'une personne qui aime les sciences et l'innovation. J'ai toujours été passionnée par l'innovation. Et ça explique aussi le fait que vous ayez passé plusieurs années au Danemark, en France? Dans le cadre de mon travail, bien sûr, j'étais dans une école de formation des ingénieurs, une école européenne, et donc j'étais chargée de la partie enseignement, mais il y avait aussi la partie recherche. On a travaillé sur la 3G, le début de la 3G, on avait travaillé sur ce sujet en laboratoire. On était parmi les premiers labos en Europe, en tout cas à l'époque, d'avoir travaillé sur la 4G, et j'ai eu à conduire des projets européens sur tout ce qui est capteur intelligent, tout ce qui est, on va dire, le début des smart cities. Et donc, j'ai eu une opportunité de partir au Danemark et aussi de partir en Norvège.
Et voilà, c'était une belle expérience parce que j'ai découvert les pays scandinaves que je ne connaissais pas et que j'ai adoré. Où les droits des femmes sont plutôt, on va dire, très très bien défendus. Tout à fait. Mais la vie, elle est simple, elle est vraie. Les droits de l'homme, bien sûr, et des femmes, ce sont des standards dans ces pays-là. Bon, donc c'est une belle expérience scientifique, mais aussi humaine. Voilà, c'est ça. Alors justement, l'écologie, j'ai découvert la passion pour l'écologie là-bas aussi. Alors, justement, aujourd'hui, vous êtes ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille. Comment vous avez vécu cette nomination, finalement, dans un ministère qui n'a peut-être rien à voir avec votre parcours, votre formation, et qui est très axé sur l'humain, le lien social. Comment vous l'avez vécu ? J'ai d'abord été très honorée et très fière de recevoir la confiance de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le garde, et de découvrir que j'étais nommée ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille avec mon background et mon profil. J'ai trouvé que c'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Bon, après, il y avait aussi la naissance de ma fille qui était une très belle expérience dans ma vie, mais c'était extraordinaire. J'étais très, très contente parce que, justement, dans mon parcours scientifique, j'avais travaillé sur, comme j'ai dit, la dimension scientifique et technologique, mais j'ai beaucoup travaillé sur la dimension humaine et comment justement la technologie et le digital en général pouvaient aider à améliorer la condition, le quotidien, on va dire, des citoyens. Et pour moi, c'était, si vous voulez, j'étais arrivée aussi à un niveau où j'ai beaucoup publié sur la technologie, etc. Et je voulais voir un petit peu comment la technologie pouvait changer, comme j'ai dit, le quotidien des personnes. Et donc là, c'était une belle opportunité. C'était comme si c'était le TP, comme on dit chez nous, les ingénieurs. C'est la pratique. Tout ce qu'on raconte, on raconte beaucoup de choses. Il faut le mettre en application. Voilà, c'est comment on peut justement utiliser ces connaissances et ces skills et ces technologies pour changer l'humanité. Parce que, en tout cas, le quotidien des citoyens. Parce que si la science et la technologie ne servent pas pour améliorer la vie des gens, ça ne sert à rien, finalement. Donc, c'était un peu... voilà, c'était une occasion extraordinaire pour que je contribue modestement donc, à mettre le digital au service du social. En parlant d'action, justement, ça fait plus d'1 an maintenant que vous êtes en poste, donc vous avez un bilan certain, et puis vous avez dû travailler sur une stratégie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors, donc comme tout ingénieur, j'allais dire, il fallait passer par le terrain. Donc, j'avais commencé ma mission par de faire un tour dans les régions. J'ai commencé par la région de Dakhla ou Dahab et j'ai fait toutes les régions jusqu'à Tanger, Tétouan, Hoceima, donc toutes les régions du Maroc. Et on a organisé avec les présidents des régions, avec les walis, les gouverneurs, des réunions avec toutes les parties prenantes du secteur du social, c'est-à-dire les associations, les universités, les acteurs du terrain. Et on a documenté tout ça, c'est-à-dire toutes les remarques, les propositions, les contraintes. J'ai visité beaucoup de centres en marge de ces réunions. Et donc, au bout de ce qu'on appelait les concertations, qu'on avait lancées déjà en décembre 2021, donc très tôt, on a élaboré tout ça au ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille avec les cadres du ministère et on a fait beaucoup de brainstorming, de réflexion et on a élaboré une stratégie qui est baptisée maintenant, si on peut dire, en tout cas elle s'appelle GISR, c'est Green, donc développement durable, inclusive, l'inclusion, smart, donc le digital, mais aussi l'intelligence collective, l'intelligence humaine, pour essayer de créer une sorte d'émulation ou de changement social ou sociétal dans lequel on va avoir plus, on va essayer plus de libérer les énergies que d'assister les gens. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, c'est la stratégie. Elle a 3 piliers, si vous, vous souhaitez que j'élabore davantage. Donc, 3 piliers. Le premier pilier, c'est d'abord réhabiliter le pôle social en termes d'infrastructures.
Parce qu'on a beaucoup de centres au niveau du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille. Elle est composée de l'Entraide nationale, qui a à peu près plus de 4000 centres. L'ADS, qui est l'Agence du développement social, qui est une sorte d'agence d'ingénierie sociale, on va dire. L'INAS, l'Institut national de l'action sociale, qui est un institut supérieur de formation des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, qui est situé à Tanger. Et donc, j'ai essayé d'abord de trouver une sorte de convergence entre les composantes du pôle. Et donc, la stratégie, il y a d'abord la réhabilitation de l'infrastructure, digitaliser l'infrastructure, parce que si on veut toucher un grand nombre de personnes qui sont dans la vulnérabilité, on ne peut pas le faire sans se passer de la digitalisation, parce que ça va nous permettre de toucher les gens les plus enclavés. Est-ce qu'ils ont accès justement à Internet Voilà. Alors, on ne peut pas se passer de la digitalisation, mais il faut assurer l'infrastructure. C'est pour ça qu'on a commencé par digitaliser l'infrastructure de l'entraide nationale. Donc, cette année, on a réservé 200 millions de dirhams pour réhabiliter à peu près 250 centres de l'entraide nationale. Et donc, cette réhabilitation, c'est d'abord digitalisé. Et ça nous a énormément aidé, parce que les centres dédiés aux personnes en situation de handicap, ils ont beaucoup servi pour inscrire les personnes en situation de handicap lors de l'appel de la scolarisation des enfants. Et donc, on a commencé par digitaliser l'infrastructure. Donc, j'ai dit cette année, 250 centres étaient concernés. Mais il fallait aussi accompagner la formation du personnel, des cadres. Donc, on a lancé des formations dans le digital pour le personnel de l'entraide nationale et de l'ADS. Et on a aussi lancé une formation très importante avec le Conseil de la déclaration de Marrakech, qui est présidé par Son Altesse Royale, la princesse Al Mariam, et le ministère de l'Enseignement supérieur. Une formation de 10 000 assistantes sociales pour former les cadres qui vont justement travailler dans les centres et dans d'autres contextes. Et donc, voilà, c'est la réhabilitation du pôle avec une approche développement durable. Parce que, on ne peut plus en faire l'économie. Et maintenant, on ne peut plus faire l'économie. Et quand on parle SDGs ou bien les ODD, l'ODD 5, c'est l'égalité. Donc, ça parle de lutter contre éradiquer la pauvreté, lutter contre la vulnérabilité. Donc, ce sont les thèmes du pôle social. Donc, le fait d'adresser les objectifs du développement durable, on est en train d'adresser les thématiques du pôle social. Et en même temps, on avance sur les objectifs de notre pays en termes de réalisation de ces objectifs, et on essaye d'engager, en tout cas d'associer le plus grand nombre de personnes. Donc, réhabiliter le pôle social pour avoir une infrastructure de qualité qui accueille les gens dans un cadre agréable. Et on a mis en place ce qu'on appelle le guichet unique. Voilà, donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la femme, bien évidemment. Alors, moi, je voudrais rebondir sur ça, parce que, comme je vous ai dit au début, cette émission s'appelle Horat, elle concerne les femmes. Et j'ai lu votre rapport, que votre stratégie concernant l'amélioration de la condition des femmes repose sur 5 priorités. Soutenir le suivi et la mise en œuvre du plan national d'activation de l'égalité et tendre vers la parité d'ici 2030. Soutenir l'autonomisation économique des femmes. Réduire la violence à l'égard des femmes. Promouvoir une culture de l'égalité. Renforcer la participation à la vie publique et à la participation politique. Alors, tout ça est bien beau. Mais comment comptez-vous mettre en œuvre cette stratégie? Et est-ce que vous ne trouvez pas, je vous pose la question, par rapport aux 30%, parce que vous savez que c'est vrai que l'autonomie est une chose fondamentale pour les femmes, mais est-ce que vous ne trouvez pas que 30%, ce n'est pas très ambitieux? Parce que nous étions à ce chiffre, je pense, en 2010, nous étions à 30% du taux d'activité féminin. Donc là, on doit rattraper quand même une dizaine d'années de retard pour arriver à ce stade. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dire qu'est-ce qu'on a fait déjà. Parce qu'en une année, on a fait beaucoup de choses. On a d'abord mis en place toute l'infrastructure pour l'accueil des femmes en situation de violence et pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Et d'ailleurs, nous sommes dans les... Absolument, les derniers jours. Là, voilà, dans les 16 jours d'activisme pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Donc, on a mis en place ces centres. C'est très important parce que quand une femme elle est en situation de violence ou elle est victimes de violences, elles ne trouvent pas où aller. Donc là, on a mis en place 82 centres dans toutes les provinces du Maroc. On a financé la réhabilitation des centres, la mise en place de l'accueil de ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence pour financer les associations. Donc 80 centres. 82, pourquoi 82? On va arriver à plus d'ici fin décembre, mais 82 pour moi c'était très important parce que nous avons 82 provinces. Donc au moins un centre par province. Et dans ces centres, l'engagement c'est
que les associations qui gèrent ces centres mettent en place ce qu'on appelle les services onusiens, c'est-à-dire d'abord la prise en charge, la protection de la personne qui est en situation de violence et aussi, bien sûr, il y a la dimension de la répression de la personne qui a agressé, parce qu'il faut se connecter avec la justice, avec la santé, avec la police, pour que la femme puisse bénéficier de ses droits et faire valoir ses droits, et tout en étant accompagnée par une assistante sociale. Donc on a mis en place cette année les infrastructures avec l'accueil, l'hébergement d'urgence, et on a créé avec la déclaration de Marrakech ce qu'on appelle le label qualité, c'est-à-dire les centres qui ont réussi à mettre en place ces services, ils obtiennent le label qualité. Alors c'est quoi le label qualité? C'est d'abord une voiture pour aller chercher la femme victime de violence là où elle est, une assistante sociale pour accompagner cette femme dans le circuit de prise en charge de la femme en situation de violence, et aussi donc une dotation supplémentaire pour pouvoir les encourager à aller et encourager d'autres parmi les 82 à intégrer aussi ce parcours qualité. Donc ça déjà c'est fait. C'était un effort extraordinaire. On a mutualisé avec les 200 millions de dirhams dont je vous ai parlé pour la réhabilitation des centres, pour réhabiliter ces 82 centres aussi. Et nous avons aussi mis en place cette année l'Académie Temkin, qui est une plateforme pour l'enseignement à distance, pour permettre aux femmes donc d'accéder au savoir, d'accéder à des formations d'une façon simplifiée. Donc on a terminé la conception de la plateforme. Ceci aussi est dans le cadre de notre engagement dans la déclaration de Marrakech 2020. Et nous avons rajouté une dimension, toujours par rapport à la partie violence, je passerai à l'autonomisation. Donc nous avons aussi signé, enfin en tout cas confirmé notre engagement dans le plan lancé par le ministère public, qui est dans le cadre toujours de la déclaration 2020, de Marrakech 2020, pour l'accompagnement social, c'est-à-dire pour lutter contre le mariage des mineurs. Oui. Parce que nous avons les filles qui décrochent de l'école, souvent... On reviendra sur cette question tout à l'heure par rapport au code de la famille. Alors par rapport à la question l'autonomisation. Alors l'autonomisation, nous avons aussi lancé cette année avec les régions, les conseils des régions et les wilayas et les gouverneurs dans toutes les régions du Maroc, un programme que nous avons appelé Jisr At-Temkin wa Riyada. Jisr, c'est la stratégie Jisr. At-Temkin wa Riyada, c'est-à-dire accompagner 36 000 femmes. Nous avons donc ça, c'est dans le cadre de la déclinaison de la contribution aux 30%, donc visée par le programme gouvernemental. Et c'était le minimum à faire, parce que vous savez, quand vous avez écouté le discours de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, du 30 juillet, c'était clair. On ne peut plus accepter cette situation pour les femmes, et il faut de l'audace, j'allais dire. Il faut de l'audace pour aller vers des choses beaucoup plus ambitieuse, pour qu'on puisse justement, au moins par rapport à l'autonomisation, augmenter ce taux d'autonomisation. Donc vous avez dit, dans 10 ans, durant les 10 années, on a régressé, mais ce qu'on vise, nous, c'est dans les 4 ans à venir de monter. Donc si on peut récupérer en 4 ans ce qu'on a perdu en 10 ans, ça serait pas mal. Formidable. Ça serait pas mal. On vous accueillera à nouveau pour en parler. Ben voilà. Mais en tout cas, je mets toute mon énergie pour contribuer à cet effort du gouvernement, parce que tous les départements contribuent. Vous avez entendu parler de Força, de Aourache et d'autres programmes. Donc tous les départements sont engagés pour mobiliser des fonds dans leur budget pour l'autonomisation des femmes. Donc nous avons lancé 36 000 femmes dans les régions, et c'est un programme intégré entre l'Agence du développement social, l'ADS, et l'entraide nationale, sous la houlette du ministère. Donc nous avons déjà lancé les plateformes d'inscription à Casablanca Stade, Fès Meknès et Guelmim Ouadnoun. Et pour 3 régions visées, 3 000 par région, on a inscrit actuellement plus de 11 000 personnes. Donc au-delà de ce qu'on attendait, et on a toujours les inscriptions qui arrivent. Et on est en train d'aller, je vais aller dans l'oriental, je vais aller dans le nord. Concrètement, c'est quoi? C'est des formations? Alors c'est un accompagnement. D'abord, il y a une partie soft skills, parce qu'on parle de leadership. Absolument. Donc il faut d'abord accompagner les femmes pour développer leurs compétences personnelles, la capacité à communiquer, à échanger, à monter un projet, à aller chercher des partenariats,
à communiquer facilement, comme on vient de dire, donc tout ce qu'on appelle soft skills. Parce que souvent, les femmes dans ces coopératives, elles ont déjà le savoir-faire, hein, c'est pas ça qui leur manque. Mais après, n'ont pas les skills ou les capacités, les compétences pour vendre, pour aller chercher des partenariats, pour faire du marketing. Et avoir confiance en elles aussi par rapport à ça. Avoir confiance en elles, connaître leurs droits, c'est important aussi. Aller chercher des partenariats ou vendre sur Internet, par exemple, qui est une opportunité extraordinaire. Donc, la partie soft skills. Ensuite, la partie métier. Donc, dans le parcours, qui est en partie en ligne et une partie en présentiel, dans les centres de l'entraide nationale. Donc, il y a une partie donc, métier. Et d'ailleurs, on s'appuie sur les associations dans les régions qui font déjà de l'insertion sociale. Donc, on va leur sous-traiter une partie de la formation et de l'accompagnement pour capitaliser aussi sur ces forces de la société civile qui sont là. Donc, c'est l'ADS qui va animer ces incubateurs sociaux. D'ailleurs, cette semaine, début de semaine prochaine, on organise une journée d'animation des incubateurs sociaux. Donc, ça, c'est comment dynamiser l'innovation sociale et donc accompagner ces femmes pour définir un projet professionnel, ou bien ils ont le projet professionnel, les accompagner pour aller vers la vente et la commercialisation et même pérenniser ce projet. Le Code de la famille, on le sait aujourd'hui, il va être revu. Et je voudrais savoir quels sont les articles de ce Code qui doivent, selon vous, changer. Et qui doit conduire ce changement? Est-ce que votre ministère, par exemple, pourrait prendre le lead de ce changement ou pas? Écoutez, d'abord, le Code de la famille est sous la tutelle du commandeur des croyants. De Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Sa Majesté le Roi était clair dans le discours du 30 juillet, donc il a annoncé la révision donc, de ce Code de la famille. C'est quelque chose qui ne concerne pas un département ou des départements, ça concerne toute la société. Et donc déjà, il y a un débat public, il y a des ONG, des associations, il y a beaucoup de propositions. Et donc tout cela, nous avons déjà mené des choses similaires, bien évidemment. Donc, pour le code de 2004. Donc, si vous voulez, nous sommes un pays qui a toujours fonctionné, je le dis, et c'est une force, c'est une fierté pour nous. Notre pays a toujours fonctionné dans le consensus et dans la concertation avec toutes les parties prenantes. Et c'est ce qui a été dit dans le discours de Sa Majesté. Donc, le processus, il va prendre son chemin naturellement. Et notre ministère, en tout cas, est disposé parce que nous avons déjà mené une réflexion et nous avons fait une proposition de vision pour ce qui nous concerne, la partie qui nous concerne, c'est-à-dire la partie des politiques publiques concernant la promotion des droits des femmes et l'effectivité de l'égalité. Bon, la partie Code de la famille, comme j'ai dit, concerne tout le monde. Donc tout cela d'autres départements aussi, d'autres ministères. C'est pas que les départements, ça concerne la société entière. La société entière et le privé, les familles, bien évidemment. Il y a mais la notion de famille a beaucoup évolué depuis 2004. Donc, tout à fait. Et justement, tout cela va être capitalisé dans les concertations. Et donc, tout cela va se faire naturellement pour aboutir à un consensus. Mais qui va mener cette concertation? Je viens de vous dire que c'est quand même c'est quelque chose qui concerne tous les Marocains. Bien sûr. Donc, c'est sous mais il faut bien qu'à un moment donné, il y ait une commission, comme en 2000, où il y a une commission qui a recueilli les propositions. Oui, bien évidemment. Mais tout cela, comme je vous ai dit, il est sous... il est sous la tutelle de Sa Majesté le Roi, le commandeur des croyants, et heureusement, parce que c'est un sujet qui est très, très important, qui concerne des choses fondamentales dans notre pays, comment la famille va fonctionner, comment toutes les composantes de la famille vont fonctionner. Et il faut que tout cela soit mené avec la distance qu'il faut, mais aussi avec l'objectivité qu'il faut et avec la sagesse qu'il faut. Et donc, ce n'est pas une affaire à ce que celui-là ou celui-ci s'approprie. C'est vraiment au-delà et au-dessus de tout ça. Donc, moi, je suis très confiante. Je suis très confiante. Notre pays, comme je vous ai dit, sous le commandement de Sa Majesté le Roi, nous avons déjà réussi des choses, des expériences similaires. Et donc, c'est normal, au bout de 18 ans ou de 20 ans, les choses évoluent et on se réunit tous et on adopte une nouvelle vision commune et partagée qui prend en considération, bien évidemment, les orientations, en tout cas,
de notre religion et l'ouverture de notre pays, parce que nous sommes un pays extraordinaire. Mais même la religion, il y a un effort d'ijtihad à faire. Bien évidemment. On sait aujourd'hui que le code de la famille est toujours basé sur le principe de la qiwama et de la ta'a. Est-ce que vous pensez que cette philosophie même du code, qui est le fondement de l'inégalité entre les hommes et les femmes aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on va toucher à ce fondement, à cette philosophie? Écoutez, je ne vais pas me prononcer avant l'artissas, comme on dit, les spécialistes. Donc, si vous voulez, Sa Majesté le Roi était clair. Il a dit, je ne vais pas لن أحل حراما ولن أحل حراما ولن أحرم حلالا. Donc déjà ça c'est clair. Maintenant notre religion est une religion qui n'aime pas la justice, qui est extraordinaire, qui a toujours on a toujours eu ce qu'on appelle l'ijtihad. Tout à fait. Donc et là il y a énormément de perspectives pour l'ijtihad et quand on dit l'ijtihad, ça veut dire c'est aussi les ulama, les scientifiques, les ulama théologiques, mais aussi les ulama et les scientifiques de l'université, les intellectuels. Donc c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Oui. Donc il faut d'abord collecter tout ce qui existe déjà comme réflexion, comme proposition, et tout cela, comme je vous ai dit, va évoluer tranquillement. Et je suis confiante. Voilà ce que je peux vous dire. Et Inch'Allah, on y arrivera bientôt. Bon, on l'espère toutes, parce que nous attendons avec impatience ce code qui puisse enfin permettre à des femmes aujourd'hui qui souffrent d'absence de tutelle, du mariage des mineurs, de tous ces points-là qui doivent quand même changer aujourd'hui. Énormément de choses et il y a énormément de perspectives positives parce que la société, elle a avancé sur beaucoup de sujets et qui ne sont pas en contradiction avec la religion. Tout à fait. Donc voilà, il faut une lecture intelligente. Il faut une lecture intelligente et dans la concertation. C'est ça le plus important. Il faut pas. C'est pas un sujet où on va chercher à se positionner l'un contre l'autre. C'est un sujet dans lequel il faut qu'on co-construise tous. Parce que l'objectif pour nous, c'est de vivre tous en paix et dans le respect. Absolument. Dans le respect de tout un chacun. Donc ça, c'est l'ADN de notre pays. C'est l'ADN de notre pays. Oui, ouverture. C'est la richesse de notre pays. Et donc, nous ne sommes pas un pays qui est tombé du ciel hier. Tout à fait. Nous sommes un pays millénaire. Et donc, grâce au commandement de Sa Majesté et de sa vision éclairée et de l'intelligence des Marocains, on va aboutir ensemble vers quelque chose de très beau. Inch'Allah. Nous l'espérons en tout cas. Madame la ministre, cette émission s'appelle Horatz. C'est une question que je pose à tous mes invités. Que signifie pour vous la liberté? Et pourquoi la liberté est fondamentale dans le processus égalité homme-femme? C'est fondamental et pour moi, c'est le point essentiel dans ce débat d'égalité homme-femme. C'est-à-dire ce n'est pas d'accéder à l'emploi, ce n'est pas d'accéder à ceci, cela, c'est comment la perception sociétale de la place de l'homme et de la femme, comment elle est perçue par les composantes de la société. C'est très important. Et je pense que c'est sur ça qu'on doit travailler. Il y a le côté législatif, bien évidemment, c'est très important parce que ça nous sécurise, ça nous permet d'avancer concrètement, mais il y a aussi les mentalités. Et comment on peut travailler sur les schémas sociétaux et sur les mentalités pour qu'on réalise ce que c'est que l'égalité. L'égalité, c'est que je vois un homme et une femme, c'est la même chose, ils ont les mêmes droits. Bien sûr, ce ne sont pas la même chose, on va dire... physiquement, ça on le sait. Mais sur le plan des droits, parce que la société, c'est des droits et des devoirs. Tout à fait. D'accord ? Donc, sur le plan des droits et sur le plan des devoirs, ils sont égaux, ils sont pareils. Bon, donc ça, c'est si on arrive déjà à comprendre et intégrer cette notion, on aurait
avancé énormément sur le sujet de l'égalité. Et donc ça, c'est un travail qui se fait dans la durée. C'est un processus. On investit dans la petite enfance. C'est pour ça que j'ai pas terminé le troisième axe qui était sur la famille, la solidarité et le lien social. C'est important d'avoir une politique familiale qui accompagne les familles avant le mariage pour leur expliquer leurs responsabilités et après le mariage pour tout ce qui est positif parenting, comme on dit, c'est-à-dire la parentalité positive, comment au sein de la famille, considérer la famille comme un espace de promotion des droits et d'égalité. Je me comporte avec la petite fille comme je me comporte avec le petit garçon. Et donc ça, c'est un processus qui se construit et c'est comme ça qu'on va arriver à intégrer l'égalité. Parce que dans nos communautés, dans nos sociétés quand même, avec tout l'historique que nous avons, il y a un petit retard sur ce point. C'est pas tellement, comme j'ai dit, sur le plan juridique ou législatif. C'est les mentalités. Mais les Marocains, moi j'aime mon pays, sont intelligents. Intelligents. Ça, c'est vrai. Voilà, et quand les choses sont bien mûres et bien expliquées et qu'on voit que c'est comme ça, les choses. Ils sont pragmatiques, les Marocains. Ils sont pragmatiques et c'est très important. Et c'est très important. Dans le processus des communautés et des villes, etc. Nous, on travaille sur c'est la résilience. C'est la résilience et on voit que pour avancer, et on va voir qu'il faut la femme et l'homme. Tout à fait. Et on est pragmatique, on va y arriver. Eh bien, nous serons nous aussi pragmatiques. En tout cas, merci beaucoup, Madame la Ministre Awa Tefhayar, pour votre présence et votre participation à cette émission, pour la qualité de vos réponses et votre disponibilité. Merci vraiment. Je rappelle que vous êtes ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille et que vous avez beaucoup de pain sur la planche. Et on vous souhaite plein succès dans votre mission et on compte toutes sur vous. Inch'Allah, on compte sur nous toutes et tous. On sera avec vous. Ensemble, on avancera et avec les orientations de Sa Majesté, moi je suis confiante dans notre pays, comme j'ai dit, et on y arrivera. Voilà. On y arrivera. Merci encore à votre Tefhayar et j'espère qu'on vous recevra une autre fois sur ce plateau pour d'autres bonnes nouvelles. Inch'Allah. Merci. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.